Imaginez, un produit de tous les jours, un truc qu'on achète au supermarché sans y penser, qui cacherait en fait un lourd secret de la guerre froide. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va lever le voile sur un lien assez incroyable entre les bonnes affaires qu'on pouvait trouver à l'Ouest et les prisons de l'Allemagne de l'Est. Alors tout commence avec ce chiffre, 79 pfennigs. En février 1989, c'était le prix d'une paire de collants de la marque Sayonara dans un prospectus d'Aldi en Allemagne de l'Ouest. Franchement, un prix dérisoire. Tellement bas que ça en devenait suspect. Et la question bien sûr c'est comment est-ce qu'ils arrivaient à un prix pareil? Ce n'était pas juste un coup de génie marketing ou logistique, non. La réalité, c'est que ce prix était rendu possible par un système brutal et complètement caché du grand public. La réponse, elle est assez choquante en fait. Ces collants, et plein d'autres produits, étaient fabriqués par des travailleurs forcés, des prisonniers politiques dans les pires geôles de la République démocratique allemande. Alors, plongeons ensemble dans l'envers de ce décor. Pour bien comprendre ce système, il faut d'abord comprendre qu'il y a des vies brisées derrière. Il faut écouter les histoires de ces prisonniers. Prenons l'exemple d'André Wagenzik. Son histoire est assez folle. En 1983, il est arrêté. Son crime, avoir demandé à plusieurs reprises de quitter la RDA. Résultat, 10 mois de prison. Là-bas, on le force à travailler 6 jours sur 7, en 3/8, à estamper des charnières de meubles en métal. Mais le plus dingue, c'est ce qui se passe après. Une fois racheté par l'Allemagne de l'Ouest, il entre dans un Ikea à Berlin-Ouest, et là, stupeur. Il tombe sur les mêmes charnières qu'il était forcé de fabriquer. Imaginez le choc. Et le cas d'André n'était pas isolé. Pour les femmes, l'horreur avait un nom bien précis, Hoheneck. C'était un ancien château, transformé en la prison pour femmes la plus brutale de toute la RDA. Carla Hortman, une ancienne prisonnière, raconte « La nourriture était étiquetée impropre à la consommation humaine. Parfois des cafards nageaient dans la soupe. » Voilà, Carla avait été emprisonnée juste pour avoir aidé sa sœur à s'enfuir. Pour elle, comme pour des milliers d'autres, c'était un combat de chaque instant, juste pour survivre. Les conditions étaient inhumaines. Imaginez, 22 femmes dans une seule cellule, avec 2 toilettes et 2 lavabos. Forcées de produire plus de 1000 collants par personne, chaque jour, sans aucune pause. Si on n'atteignait pas les quotas, la sanction c'était la cellule d'isolement, dans le noir complet. Les survivantes racontent même qu'on entendait tous les jours les cris qui venaient des cellules de punition. L'objectif n'était clairement pas la réhabilitation, mais la production à n'importe quel prix humain. On en arrive à la grande question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un État qui se dit socialiste a mis en place toute une économie secrète basée sur le travail forcé pour des entreprises capitalistes ? Eh bien la réponse, elle est toute simple, l'argent. L'État allemand avait un besoin criant de devises fortes. Et ces devises fortes, en allemand, ça s'appelle les Devisen. Il s'agit de monnaies comme le Deutsche Mark de l'Ouest ou le dollar américain. Pourquoi c'était si crucial ? Parce que la monnaie de la RDA, elle, ne valait rien à l'étranger. Donc pour acheter des matières premières, de la technologie, bref, pour survivre économiquement, la RDA avait absolument besoin de ces Devisen. C'était le carburant qui faisait tourner la machine étatique. Et pour gérer ces transactions très sensibles et, disons-le, idéologiquement contradictoires, l'État a créé une organisation très spéciale, une sorte d'État dans l'État. Une entité obscure et toute puissante appelée Kommerzielle Koordinierung, ou plus simplement COCO. Le rôle de la COCO est fascinant et terrifiant à la fois. C'est elle qui gérait toutes les affaires commerciales un peu louches entre l'Est et l'Ouest. Elle travaillait main dans la main avec la Stasi, la police secrète, bien sûr. La COCO court-circuitait tous les canaux officiels, les douanes, tout. Elle a été décrite comme une sorte d'entreprise de contrebande mafieuse, mais dirigée par l'État. En gros, la COCO opérait dans l'ombre la plus totale, et elle canalisait tous les profits, du travail forcé, de la vente de prisonniers, de la contrebande, directement vers les poches de l'élite du parti. On a donc un système bâti sur la tromperie. Pour protéger ce business extrêmement lucratif, la RDA a mis en place une chaîne d'approvisionnement volontairement complexe, volontairement secrète. Alors suivons le parcours. Tout commence avec le prisonnier, forcé de fabriquer des collants ou des meubles. Ensuite, ces produits sont discrètement mélangés à la production normale d'une usine d'État. Puis, une entreprise d'exportation, contrôlée par la COCO, se présente comme le vendeur officiel. Étape suivante, un intermédiaire ouest-allemand passe la commande et s'occupe de la logistique en prenant sa commission au passage. Et enfin, le produit atterrit, comme par magie, dans les rayons de grands magasins. C'est un système brillant dans sa perversité, conçu pour que personne ne puisse remonter à la source. Et bien sûr, pour s'assurer que le secret soit absolu, tout ce réseau était sous la surveillance constante de la Stasi. Les prisonniers étaient totalement coupés du monde, les gardiens avaient juré le secret, et si jamais une entreprise occidentale voulait inspecter un site de production, la porte restait fermée. Passons maintenant à la question du déni face à la responsabilité, parce que des décennies plus tard, quand toute cette histoire a finalement éclaté au grand jour, les entreprises impliquées se sont retrouvées face à un choix, reconnaître leur rôle dans ce passé ou le nier en bloc. Et là, on observe deux réactions radicalement différentes. D'un côté, on a Ikea. En 2012, l'entreprise commande une enquête indépendante et elle admet publiquement les conclusions.
et présente ses excuses aux victimes. Et de l'autre côté, des entreprises comme Aldi ou Otto. Leur ligne de défense affirmait qu'elles n'étaient pas au courant, que trop de temps a passé, elles ont refusé le dialogue et nient toute responsabilité. C'est le jour et la nuit en termes de responsabilité d'entreprise. Pour les victimes, ce déni est une seconde peine. Écoutez ce que dit Dieter Dombrowski, qui préside une union de victimes. C'est une blessure profonde pour ces personnes lorsque leur souffrance est niée par des affirmations d'ignorance. Lui-même a été forcé de fabriquer des pièces d'appareils photo en prison. Pour lui, ce déni, c'est tout simplement la continuation de l'injustice. Ce qui nous amène au combat sans fin des victimes. Parce que le point crucial, c'est ça. Pour les centaines de milliers de personnes qui ont vécu ça, la chute du mur de Berlin n'a absolument pas mis fin à leur souffrance. On parle d'environ 300 000 personnes, 300 000 prisonniers politiques détenus en RDA. Et la quasi-totalité d'entre eux a été forcée de travailler. C'est un nombre énorme. Et les séquelles, elles sont là, à vie. Sur le plan physique d'abord, des douleurs chroniques, des maladies cardiovasculaires, à cause des conditions de travail et de la malnutrition. Sur le plan psychologique ensuite, des taux très élevés de stress post-traumatique, de dépression. Et enfin, sur le plan financier, on estime que la moitié des anciens prisonniers politiques vit aujourd'hui près du seuil de pauvreté. Pourtant, aujourd'hui, ces victimes et ceux qui les défendent ne cherchent pas la vengeance. Ce qu'ils demandent, c'est beaucoup plus simple et en même temps essentiel. C'est la reconnaissance. La reconnaissance de leur histoire et que les entreprises qui en ont profité acceptent enfin leur rôle dans cette histoire. Toute cette affaire nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne encore aujourd'hui. Quand le passé est nié, qui, au final, en paie le prix ? C'est une réflexion sur la mémoire, sur la responsabilité et sur les coûts humains qui peuvent se cacher derrière une simple étiquette de prix.